Les personnages de l'ombre sont toujours des personnages fascinants. Et je vous propose aujourd'hui d'en voir un, René Courtin, drômois, passionné du Vercors, et particulièrement du Diois, grand marcheur, etc. Mais c'est pas pour ça qu'il est intéressant. C'est parce qu'il a joué un rôle extrêmement important à différents moments, en particulier de la guerre et de l'après-guerre. Et voilà, c'est un personnage de l'ombre, on n'en parle pas tellement. Il a été un des fondateurs du quotidien Le Monde. Pendant la guerre, il était dans un comité qui, au fond, préparait la libération. Avant ça, il avait été un militant extrêmement actif, et il le sera de nouveau par la suite de la construction européenne. C'était un personnage d'influence, si vous voulez. Et comme je trouve que c'est un peu injuste qu'on parle si peu de lui, d'abord j'ai été tenté de faire moi-même une biographie de lui, et puis le voici. Vigneron du Gard à 2 ou 3 générations, et puis la promotion républicaine a valu à l'un de ses enfants de vignerons de faire l'école des mines de Saint-Étienne, d'être ingénieur des mines de Saint-Étienne, et à partir de là, ils sont rentrés, cette famille est rentrée dans les postes de responsabilité, dans l'administration ou dans la culture. Son père était un grand bourgeois qui avait ses entrées à l'Élysée à l'époque en tant que haut fonctionnaire dans les années 1900, et il était mondain dans sa jeunesse, donc il n'était pas de gauche, mais il a dû faire compagnie avec la gauche quand ça a été nécessaire, sans aucune réticence, et notamment avec les communistes. C'était un bourgeois terrien, un intellectuel universitaire, mais en même temps bourgeois terrien. Et ce pragmatisme, cette conscience de la simplicité des choses, mais de la complexité aussi des phénomènes naturels. Je me souviens très bien, on greffait des poiriers à Die dans la Drôme. Ici, il voyait beaucoup les gens simples du coin avec qui... Pour le jardin, donc le jardinier, il connaissait quand même bien les gens du coin, le fermier, pour s'occuper des propriétés. Et oui, alors les amis, ils venaient plutôt passer quelquefois un séjour et passer des amis de Paris qui venaient. Et puis il y avait la famille, de toute façon aussi, mes cousins de Rougemont, enfin voilà. Il était à la fois très sévère, il était très rigoureux, mais il aimait bien rigoler aussi, hein. Il aimait raconter des histoires. Il racontait les histoires de manière très drôle. Oui, on aimait beaucoup la nature, mais il aimait bien chasser et pêcher. Et puis aussi marcher, faire des randonnées. Oui, il connaissait très bien toute la faune, la flore du Diois, tout ça. Lui, il était un Parisien, un peu snob. Un peu snob. Mais quand il est venu dans la Drôme, il avait la connaissance de maman. Il tombait amoureux, fou. Il a même écrit un petit fascicule pour lui faire plaisir. En 15 jours, l'affaire était faite. Oui, ce qui veut dire que votre maman aussi a été... Oui, elle a été séduite aussi. Elle l'influençait sur le plan de la sensibilité, de la morale, mais ils étaient très facilement d'accord sur les questions qui se posaient. Donc elle n'a pas empêché de plonger dans la résistance parce que c'était une évidence, et elle a été embarquée avec ça. Donc ils ont partagé énormément leurs engagements sans aucune discussion. Il semble que votre mère a été une femme remarquable. Oui, remarquable. Mais quand même, à côté de lui, elle s'effaçait. Ça, sûrement. Et puis, elle était très discrète, en fait. C'était... Ben, les femmes, à l'époque, hein, je trouve que ça a un peu continué. Maintenant, ça a changé. Mais on était quand même, même moi, jeune femme, on était quand même... Le mari, c'était l'homme de la famille. Quand même, on était un peu
on se sentait quand même un peu dépendante. Mais en fait, elle a toujours eu des... Elle s'est complètement dévouée pour les réfugiés, par exemple, au moment de la Hongrie. Dans la famille, on est républicain. Ah, ça ne se discute pas. Et c'est pour ça que l'irruption de De Gaulle, qui l'a servi dans la résistance, qui l'a servi dans la clandestinité si admirablement, il ne supportait pas le pouvoir personnel. Qui le conduisait peut-être à être injuste, comme il a pu l'être vis-à-vis de De Gaulle ou vis-à-vis de Beuve-Méry. Le protestantisme pour votre père, voilà. comment Oh, c'est très traditionnel, très traditionnel. Quand on était à Paris, tous les dimanches, on allait à la sortie de l'Oratoire du Louvre, vous connaissez. Ah, c'était culturellement un ancrage majeur. C'était pas un théologien, bien entendu, mais c'était un protestant culturel. Ce refus de l'obéissance injuste, ce refus d'un certain nombre de choses, c'était dans sa nature quand même. Il a été forcé de rencontrer des tas d'autres gens qui n'étaient pas de cette obédience, bien entendu, mais il a été toute sa vie, malgré tous les événements qu'il a pu traverser, une grande fidélité à la communauté protestante. Il était donc au comité de rédaction de réforme. Tout ça a été très imprégné de protestantisme et donc de rébellion. Dans l'immédiate après Première Guerre mondiale, face à l'immensité de la désolation, naît un premier mouvement européen. Aujourd'hui, on l'a un peu oublié parce qu'on parle plutôt du mouvement européen qui va se développer à partir des années 50. Oui, mais dès les années 20, il y eut une volonté de construire un continent où on serait en paix, où on collaborerait. Et il y a là un personnage qui va beaucoup inspirer le tout jeune René Courtin, un personnage qui s'appelle Richard Coudeneuve-Kalergi et qui va avoir un très grand succès dans les différentes capitales européennes parce qu'il propose ce qu'il appelle le Pan-Europe. Il s'agit manifestement de la préfiguration de l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et Courtin va faire des articles, des conférences, etc. Il est sorti de l'université et il est bientôt professeur d'économie à Montpellier et il va se dépenser tant et plus pour cette idée européenne qui est à l'époque encore balbutiante. Arrive la guerre. Courtin a écrit depuis très longtemps son hostilité au nazisme et il est donc professeur à l'université de Montpellier. Il va se lancer dans la résistance, dans le mouvement combat, dont il sera le responsable pour l'ensemble du Languedoc. Quand on était à Montpellier, on avait reçu des Polonaises juives qu'on avait pris chez nous comme aide, femmes de ménage, quoi, pour les cacher, enfin, pour 40-41, on est encore à Montpellier, et on est installé ici en 42. On a donc caché Suzette Bloch, la fille de Marc Bloch, et sa cousine germaine, Catherine Hanf. À ce moment-là, votre mère est seule ici. Elle est seule ici. Oui, c'est ça. Oui, mais c'était une cheftaine, elle savait très bien manipuler les enfants. Et elle en a fait des équipes. Maman avait acheté une chèvre. Alors on avait une chèvre qu'on emmenait brouter dans les bois. Ce lien avec toutes ces familles juives, il s'était noué comment, qui sont arrivés à Die, là, finalement? Ça a commencé à Montpellier, qui a été une plateforme d'accueil pour beaucoup de juifs, beaucoup d'intellectuels de la région de l'Est, et qui se sont retrouvés à Montpellier avec un préfet qui, vous le soulignez, a eu un rôle admirable pour accueillir ces gens-là et leur éviter le pire, comme il l'a pu. Et ensuite il s'est passé la période de refuge dans la Drôme, lorsque la zone sud a été occupée.
C'est là qu'elle a joué un rôle très important pour accueillir, faire vivre ces jeunes enfants juifs pourchassés et leurs parents et leurs affiliés. On s'inquiétait pour notre père, parce qu'on savait qu'il était recherché. Et un jour, on était là-haut, il y a un milicien qui est venu nous interroger. Enfin, il a interrogé ma sœur Francine. Et ma sœur, très d'aplomb, très sûre d'elle, a dit: oh, mais mon père, il a abandonné ma mère. Je sais pas quoi. D'accord. Parce que, est-ce que vous aviez conscience que votre père était engagé? Ah ben oui, on le savait très bien. Ah oui? Oui, on le savait très bien. Il est très engagé pour sauver les Juifs. Maman avait beaucoup de soucis parce qu'il fallait au point de vue ravitaillement, c'était quand même le souci de tous les Français. Et il y avait sa mère qui était très malade. Quand même, le plus de souvenirs, c'est à la fin de la guerre, quand on a hébergé les cousines Bloch et Hanf. Et c'est là quand même que ça s'est concentré, parce qu'il y a eu les Allemands qui sont arrivés, il y avait les maquisards, ça tirait, enfin, des souvenirs. Bon, j'ai eu peur quelquefois parce qu'on tirait d'en face, ou on n'osait pas aller chercher les fruits, on n'avait pas le droit. On y allait, puis finalement, on sentait qu'on nous tirait d'en face. Donc on arrêtait. Une fois, je remontais à Die, donc dans la montée Saint-Marcel, ça s'est mis à tirer, et une bagarre à Die entre le maquis. Et il y a une dame à une fenêtre qui m'a dit: montez vite chez moi. Bon, après, alors j'ai eu quelquefois un peu peur. Et puis quand les Allemands étaient là autour, on faisait le guet. Moi, avec mon opinel, je taillais des petits trucs et j'étais devant. Et quand on écoutait la radio, j'étais chargée de prévenir si un Allemand s'approchait. Pendant la guerre, vous ne voyiez pratiquement pas votre père? Ah non, on ne le voyait pas. Alors brusquement, je ne sais pas si c'est 2 fois par an, il débarquait, il arrivait par le train, il passait par derrière, et alors je ne sais même pas si maman était au courant, je ne sais même pas s'il avait le temps de prévenir, et il débarquait pour passer 2-3 jours, et alors une fois il était à la fenêtre, et moi, je me souviens maman lui disant: écoute, ne te mets pas à la fenêtre parce qu'on peut te voir, c'était la maison là, voilà. Et puis il repartait, si bien que j'ai très, très, très peu de souvenirs à ce moment-là. En plus, il ne devait pas sortir. Est-ce que vous aviez conscience de ce qu'il était en train de faire? Oui, je le savais très bien. Je le savais très bien parce que quand on a annoncé que les Allemands allaient arriver, on s'était posé la question de changer de nom parce qu'on savait qu'il était recherché. Et alors, maman, c'était mon petit frère. Le problème, c'était mon petit frère parce qu'il avait 5 ans. Et maman lui a dit: écoute, voilà, il faudrait que tu changes de nom, il faudrait... ah non, il ne voulait rien savoir. Donc il n'était pas question de changer de nom. Donc bon, ça a arrêté toute... on n'a pas essayé. Oui, on avait très peur pour papa. D'autant plus qu'il disait... C'est dans ses souvenirs. Il a dit: je ne sais pas si je résisterai à la torture. Au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, Jean Moulin suggère la création de ce qu'on va appeler le Comité général d'études, c'est-à-dire un rassemblement d'experts brillants, parmi lesquels Michel Debré, François de Menton, Pierre-Henri Teitgen, Alexandre Parodi, qui sont tous de futurs ministres, bien entendu. Et ce comité a au fond fonction de dire ce que sera la politique du gouvernement à mener après la libération. René Courtin, dans ce comité, qu'il va d'abord suivre à Lyon puis à Paris, René Courtin est chargé de dire ce que doit être la politique économique du futur gouvernement. En 1945, mon papa était à Paris et il se morfondait parce qu'il savait qu'il y avait des représailles
dans le Diois, et il avait peur qu'on ait été tué. Oui. Et donc, dès qu'il a pu, il a eu un des premiers passeports pour aller de Paris à Die, pour nous rejoindre. On est remonté en camion, découvert. Maman, Jean-Pierre et papa étaient devant, dans la cabine devant. Et on a passé une soirée, une nuit dans le camion. On est arrivé le matin à Paris. On a passé facilement les barrages. Et voilà. Alors bon, moi, c'était un peu Paris. Bon, j'ai débarqué de 2 ans ici. C'était un peu... À la Libération, René Courtin remet brièvement en route le ministère de l'Économie avant d'en passer la charge à Pierre Mendès France. Il nous a raconté, il était avec De Gaulle quand il a descendu les Champs-Élysées et qu'il est allé à Notre-Dame de Paris. Il y était. Et il racontait comment il avait eu peur, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui mitraillaient dans la cathédrale. Il était dans les premiers rangs, à côté de Gaulle, il avait peur que De Gaulle ait été blessé. Son contact avec le général de Gaulle est assez froid, et à la surprise de tous ses amis, il refuse les postes qui lui sont proposés. Peut-être il a refusé de se confronter à une gestion directe et qui aurait pu être très éphémère d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a refusé des postes de ministre ou de gouverneur de la Banque de France ou à la Cour des comptes. Il ne voulait pas justement faire des concessions et il savait que quand on est très haut, on est obligé de faire des concessions. Et ça, il ne le voulait pas. Je crois que finalement, c'est ça qui le résume le mieux. C'est un peu un paradoxe de cette personnalité qui était capable de s'imposer, qui pouvait même être hautain et qui avait des idées fortes. C'était un paradoxe qu'il n'ait en effet pas voulu se lier les mains, pas voulu se compromettre dans des situations qui, en pratique, auraient dû le conduire l'aurait forcément conduit à renier quelque part la pureté de ses intentions. Il va s'investir dans la création du quotidien Le Monde. Et il écrit énormément, toujours sur les sujets économiques. Hubert Beuve-Méry veut s'affirmer à la tête du journal. Un peu naïvement, René Courtin a cru que les décisions seraient collectives, mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Et il va survenir une grande crise autour de ce que l'on appelle à ce moment-là le neutralisme. Autrement dit, est-ce qu'on suit aveuglément les États-Unis? Et il faut bien dire que Courtin est favorable aux États-Unis, alors que tout au contraire, Hubert Beuve-Méry est très prudent sur ce sujet. Et finalement, en 1951, les deux hommes vont divorcer dans des conditions, il faut bien dire, extrêmement bruyantes et désagréables. C'était terrible, les souvenirs que papa était très, à la fois fâché, fatigué, quelquefois hors de lui, parce que vraiment, il ne s'entendait pas du tout avec Beuve-Méry, et c'était dramatique pour moi. Papa était quand même pro-américain, disons, et Beuve-Méry pas du tout. Enfin, moi, c'est ce que je comprenais vaguement. C'est un homme de conviction, et un journal comme Le Monde doit effectivement faire la part à tous les aspects de la problématique, des grands problèmes de l'époque, et ça, il n'a pas accepté ce rôle qui était celui de Beuve-Méry, et en plus ils étaient de tempérament absolument inconciliables, parce que mon père fonctionnait à l'adhésion, à l'entraînement des choses, à la conviction, et Beuve-Méry était un analyste sceptique de la nature humaine quelque part, et ça il ne pouvait pas le supporter. Du point de vue de la fermeté de leurs convictions, l'un et l'autre, eh bien, d'une certaine manière, se ressemblent beaucoup. Oui, on peut dire qu'ils ne font pas de quartier. Ils ne font pas de quartier dans leur domaine, mais l'engagement
atlantique et européen de mon père et le neutralisme de Beuve, le neutralisme de Beuve, c'était la formule à consacrer, sont évidemment difficilement compatibles. Alors à la lumière des 80 ans qui sont passés depuis, des 60 ans qui sont passés depuis, on peut se poser des tas de questions, bien entendu. René Courtin est désormais privé de tribune, il a perdu le monde, mais il va courir les capitales européennes pour rencontrer tous les dirigeants et les convaincre que la construction européenne est un des moyens de faire la paix de façon définitive. Pour lui, l'Europe, c'était le seul moyen, mais même juste après la fin de la guerre, il fallait se réconcilier avec les Allemands et faire l'Europe. C'était évident. Il n'a pas hésité. Un de ces mouvements qui travaillent en faveur de la construction européenne s'appelle le mouvement européen et il va lui-même en être le délégué général pour la France. Il y aura dans ce chemin des épreuves, en particulier lorsque, par un vote, les Français refusent la constitution de ce que l'on a appelé la Communauté européenne de défense, et ce sera pour Courtin une immense déception. Il y a eu ce vote qui malheureusement, l'Assemblée a voté non, ça a été dramatique aussi là pour lui.